On aurait aimé vous dire que le futur sera beau. On aurait aimé vous dire que dans 10 ans, on aura réussi à organiser des circuits courts et décentralisés. Qu'on aura réussi à organiser une économie solide locale, où les entreprises sont solidaires. Qu'on aura peut-être trouvé des nouvelles manières de produire, de se déplacer, d'habiter. Que le recyclage et la réparation seront la norme. Qu'on aura réussi à redéployer la biodiversité et à capter le CO2. Qu'on aura réussi à ce que les hommes et les femmes disposent enfin réellement des mêmes droits. Qu'on aura réussi à privilégier la capacité à coopérer et l'empathie. Qu'on sera fiers en fait de ce qu'on aura réussi à faire. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Nous sommes en train de vivre une période de transition un peu brutale avec la crise sanitaire. On a compris pour la première fois que ne rien faire, c'était déjà en quelque sorte agir. Nous n'avons pas de recette toute faite de ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas non plus de plan pour changer le monde. Par contre, nous croyons en la force de l'action. Et nous savons que chaque décision que nous prenons va avoir un impact. Et nous savons aussi aujourd'hui qu'une bonne décision n'est plus seulement économique. Elle peut être sociale, environnementale, humaniste, artistique. Le monde attend davantage de l'entreprise que juste de la richesse économique. Il ne s'agit plus aujourd'hui pour les entreprises d'être meilleures au monde, en termes de performance financière, mais d'être meilleures pour le monde. Alors pour avoir la force d'agir, il faut trouver des solutions accessibles. Les entreprises ne peuvent pas rester statiques. Elles ont un rôle à jouer. Mais par où commencer? Et puis on dit toujours il faut changer, mais ça veut dire quoi changer? On pourrait imaginer une sorte de pyramide inversée avec plusieurs niveaux, allant du plus stratégique au plus opérationnel. Plus une entreprise décide d'agir à un niveau haut de la pyramide, plus le potentiel de son impact social ou environnemental serait fort. Et pour illustrer ces différents niveaux, on a décidé d'aller à la rencontre de personnes qui ont envie de construire un futur durable. Des personnes qui, avec et grâce à leur entreprise, ont décidé de répondre à ces enjeux de société. On s'est rendu dans l'atelier Constant Berger, qui rassemble une cidrerie, un pressoir et une distillerie. Il a été fondé par Adeline et Léandre, un jeune couple qui a décidé de placer ses valeurs au cœur de son projet et qui utilise sa raison d'être comme une véritable boussole stratégique. Notre raison d'être, c'est connecter l'homme à sa nature. Nature qui a deux sens ici, c'est soit sa nature en tant qu'être humain, on est quand même un animal hyper évolué, on a de la spiritualité, on a mis de la beauté dans tout ce qu'on faisait, la gastronomie, l'architecture, l'art, la chanson, et également on est partie intégrante de notre écosystème, ce qu'on a souvent tendance à oublier. Et nous, on a découvert très concrètement qu'un verger haute tige, donc c'est un verger naturel, qui n'a pas besoin d'engrais chimiques, qui recrée de la biodiversité, nous offrait des fruits d'une qualité exceptionnelle. Et à partir de là, on s'est dit, OK, on a un outil pour apporter un changement environnemental, une meilleure conscience environnementale. Créons des produits qui subliment en fait ce que la nature a à nous offrir, du jus, du cidre, de l'eau de vie. Pour moi, l'entreprise du futur, elle doit avoir, je pense, 3 caractéristiques. La première chose, c'est viser à un futur décarboné et pas en termes de greenwashing. Donc, c'est vraiment, est-ce que mon activité crée du CO2 ou produit plus de CO2 pour les externalités qu'elle génère? Donc, c'est un arbitrage quand même. Ou alors, est-ce qu'elle vise à une réduction de la pollution? Est-ce que je vais consommer plus de matière? Est-ce que ça va avoir un effet néfaste sur une population d'animaux ou d'humains à l'autre bout de la planète? La deuxième chose, c'est qu'elle doit avoir un impact social positif. Ça peut s'exprimer de plein de manières, mais ça peut être par exemple la réduction des inégalités, est-ce que je crée du lien autour de moi? Et la dernière chose, pour moi je pense c'est la relocalisation de la production. Il faut pouvoir profiter de ce qui nous est donné ici et savoir savourer les choses qui sont faites déjà ici et essayer de relocaliser un maximum la production. Parce qu'en fait l'entreprise c'est un levier d'action incroyable et ultra puissant pour changer le monde. Vraiment, mettez du sens dans ce que vous faites et ça guidera naturellement vos actions et ça aura des impacts positifs au niveau environnemental et social qui sont 2 composantes qu'on oublie trop souvent en fait, dans l'équation d'une entreprise. Mettre du sens dans son entreprise. Mais si on place les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de sa stratégie,
Cette entreprise peut-elle être compatible avec un modèle économique stable qui tient la route ? Plus on a de l'impact par rapport à cette raison d'être, plus on avance économiquement, financièrement, et vice-versa. Si on veut être pérenne, il faut complètement réfléchir le modèle économique pour qu'il soit intégré et en phase avec cette raison d'être. Avec des indicateurs aussi d'impact, non pas seulement financiers, mais justement liés à cette raison d'être et voilà, l'objectif qu'on se donne en termes d'impact. Au départ, on avait une volonté de produire du miel et de vendre du miel et d'allouer une partie de ses revenus à de l'impact. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et on s'est posé la question de savoir quels étaient les actifs qu'on avait et quelles étaient leurs fonctions. Et donc on avait des abeilles qui pouvaient avoir de l'impact autrement qu'en produisant du miel, mais plutôt en monitorant l'environnement. En fait, les abeilles ramènent un maximum d'échantillons de l'environnement qu'on analyse. Et en fait, en analysant ces échantillons, surtout de pollen, on voit tout ce qu'il y a comme polluants industriels et agricoles. Et on voit aussi ce qu'il y a comme type d'espèces de plantes. Et donc on voit les problèmes en termes de pollution, les pics de pollution, et on voit les carences en termes de biodiversité. Et donc sur base de cet état des lieux, on peut commencer à mettre en place des actions avec les clients, qui sont des entreprises ou des villes généralement, mais aussi avec toutes les parties prenantes, donc des citoyens, des agriculteurs ou d'autres. Et donc justement, on rentre dans ce modèle collaboratif à impact qui peut changer l'écosystème à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Voilà, donc concrètement, on est où ici? On est dans une serre qui est sur une toiture d'un délaise, où vous avez des ruches là-bas aussi avec des abeilles. Et donc, il y a énormément de grosses entreprises aujourd'hui qui se posent la question du sens. Deleuze se la pose aussi. Et donc, ils ont voulu ici mettre en place un projet de production locale qui est repris dans le magasin. Et en plus de ça, grâce aux abeilles, on monitore la qualité de l'environnement. Et donc, on donne les informations aussi à la commune pour qu'elle puisse agir. Et puis, on va communiquer les informations aussi aux citoyens pour qu'ils puissent agir dans leur jardin en régénérant la biodiversité, en utilisant un peu moins de pesticides et donc en sensibilisant les citoyens. C'est un modèle circulaire, complet. Je crois que ça s'inscrit dans les tendances de demain pour les entreprises innovantes. C'est compliqué de lancer une entreprise du futur. Il y a plein de défis. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à ça. Nous-mêmes, on n'est pas prêts à ça. En fait, on a été parfois formatés à d'autres choses. Et donc, je pense pour nous, le nerf de la guerre, ça a été d'être bien accompagné par des gens qui ont cette faculté de penser à des nouveaux modèles économiques basés sur l'impact, parce que c'est impossible de tout savoir, de tout bien maîtriser. J'espère que l'entreprise de demain va s'intégrer dans cet écosystème avec beaucoup d'agilité, se réinventer, et qu'elle sera dynamisée par le sens et l'impact qu'elle veut avoir. Une entreprise devrait donc être dynamisée par le sens et l'impact qu'elle voudrait avoir. Et derrière cette entreprise, il y a des humains, des collaborateurs, qui eux aussi doivent se rallier au projet et se sentir bien. Pour qu'elle soit porteuse de sens, cette entreprise, il s'agit de prendre tous les éléments en compte dans ce facteur humain. Et on sait à quel point il est important. Ce qui fait que les gens se sentent bien au travail, qu'ils y trouvent du sens et du plaisir, c'est fondamentalement la satisfaction de 3 besoins psychologiques fondamentaux. Tout d'abord, le sentiment d'être inclus, d'être vraiment une personne reconnue au sein d'un groupe qui contribue à faire quelque chose ensemble. Deuxièmement, c'est d'avoir une marge d'autonomie. Ce n'est pas « je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux ». Ce n'est pas la fête du slip, mais c'est « je peux prendre toutes les initiatives qui me paraissent pertinentes à partir de mon ou de mes rôles pour contribuer à la réalisation des objectifs du groupe, et ce, dans un cadre de règles que j'ai contribué à définir ». Donc c'est vraiment très important de le formuler comme ça parce que certaines entreprises pourraient dire « oui mais non, mais l'autonomie, on ne peut pas ». Non, c'est toujours dans un cadre bien clair pour tout le monde. Et troisièmement, c'est le développement personnel, c'est-à-dire que je me sens que j'ai la capacité, au travers de mon travail, de me développer comme une personne et pas simplement comme un facteur de production. Voilà. Et ça contribue aussi au développement collectif de l'organisation. Si tu veux, la pratique de la gouvernance collaborative, elle veille vraiment à ce que les plus fragilisés aient voix au chapitre. Si tu te préoccupes des plus fragilisés, tu augmentes la capacité de résilience de l'organisation. On est toujours peut-être le futur plus fragile. Donc si on se préoccupe aujourd'hui de ceux qui sont les plus fragiles, quelque part on s'assure que dans le futur peut-être, si c'est nous qui devenons plus fragiles, on se préoccupera de nous. En tout cas qu'on crée une culture qui aille dans ce sens-là. Et ça, je crois que ça fait vraiment du bien aux gens.
Aucun changement, selon moi, d'une entreprise, en tout cas sur ce plan-là, n'est possible sans que le ou la responsable de l'organisation et toutes les personnes du comité de direction, par exemple, ne soient prêts à travailler sur eux-mêmes pour incarner ce changement. Incarner le changement. Ce serait ça une des clés pour contribuer à un monde durable? En tout cas, c'est le cas de Maxime, de Ecopoon, que nous avons rencontré. Avec son associé Cyril, ils ont développé une gamme de couverts comestibles. Donc Cyril et moi, on se connaissait depuis de nombreuses années et on était à un festival et on s'est vraiment rendu compte du nombre de couverts en plastique à usage unique qui étaient consommés. Et là, on s'est vraiment dit, il faut trouver une alternative, il faut trouver une solution à ce fléau environnemental qui est la pollution du plastique. Et c'est comme ça qu'il nous est venu l'idée des couverts comestibles pour remplacer tous ces plastiques à usage unique. Donc une entreprise coopérative, c'est un nouveau modèle alternatif au modèle, on va dire, traditionnel. Et c'est un modèle qui nous parle beaucoup à Cyril et à moi. C'est aussi un modèle très important parce que dans le modèle coopératif, l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent est vraiment un moyen qui est au service des activités de l'entreprise. Si par exemple on regarde les coopératives des agriculteurs, là il y a une vraie raison. C'est les agriculteurs qui se mettent ensemble, qui unissent leurs forces pour avoir un prix plus juste, pour proposer de meilleurs produits aux clients. Donc là, il y a une vraie raison derrière. Donc nous, on est en train d'analyser justement, est-ce que c'est pertinent dans notre modèle de faire une coopérative? Quoi qu'il arrive, et peu importe le modèle qu'on va choisir, Cyril et moi, on a des valeurs qui sont assez fortes en termes de gouvernance, en termes de vision, de préservation des ressources et de l'environnement. Et donc, quoi qu'il arrive, ces valeurs seront inscrites dans notre entreprise. Alors Cyril et moi, on est toujours au stade de développement. Mais si on devait donner un petit conseil à des personnes qui vont suivre notre chemin, ce serait vraiment de se recentrer sur leur mission et les produits, les biens ou les services qu'ils vont produire. Quel est l'impact sur la société finalement? Il faut que dans le monde de demain, les entreprises produisent des biens ou des services qui ont un impact positif sur la société en fait. Tous ces jeunes projets laissent entrevoir l'espoir d'une nouvelle façon d'entreprendre. Mais qu'en est-il des grandes entreprises leaders dans leur domaine? Est-ce possible de transposer cette vision dans des structures de plus grande taille qui ont des objectifs financiers et des investisseurs? Alors quand vous êtes coté en bourse, en fait, rien ne vous empêche de vous inscrire dans un cadre plus inspirant, plus durable, et notamment en ce qui nous concerne, c'est autour des objectifs de développement durable des Nations Unies. J'aime parler de ces objectifs de développement durable en fait comme le plan stratégique de l'humanité. C'est très inspirant, c'est avec des objectifs très ambitieux. Et je trouve qu'une entreprise, ou toutes les entreprises, en fait, ont là quelque chose qui peut les guider dans l'action, dans quelque chose qui a du sens. Et donc, on a ressenti le besoin d'institutionnaliser en fait cette approche que nous appelons l'approche partie prenante. C'est-à-dire que chez IBA, on essaye de créer de la valeur pour nos actionnaires, bien sûr, mais pas uniquement. Aussi pour les autres parties prenantes, les patients, les clients, les employés d'IBA, tout en maximisant notre impact sur la société et en minimisant notre impact sur l'environnement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, notamment si vous êtes une corporation, si vous êtes dirigeant d'une corporation et que vous ne maximisez pas le profit, vos actionnaires peuvent vous faire un procès. Et donc, une façon de quelque part s'inscrire de façon plus large là-dedans, c'est de l'inscrire dans vos statuts, et c'est ce que nous avons fait. L'autre chose que nous avons faite, c'est aussi de donner plus de pouvoir aux actionnaires que je dirais loyaux, c'est-à-dire les actionnaires qui partagent cette vision. Et chez IBA, là aussi, nous sommes assez fiers d'avoir implémenté une nouvelle possibilité dans le droit belge, qui est la possibilité de donner un droit de vote double aux actionnaires long terme. Alors chez IBA, on fait plein de petites choses, notamment autour de la mobilité douce. On a été les premiers à implémenter un vélo de société, par exemple. Mais plus fondamentalement, on voudrait s'inscrire dans le mouvement B Corp. Le mouvement B Corp part du constat qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin des sociétés meilleures au monde, mais on a besoin des sociétés meilleures pour le monde. Et dans ce cadre-là, on est en train de se certifier B Corp. Et B Corp fournit en fait un cadre ou un référentiel. On s'évalue et puis on peut se certifier. Ce qu'on a constaté chez IBA, c'est qu'on était très bon en raison d'être,
On était très bon en gouvernance, on était quand même beaucoup moins bon, par exemple, sur les dimensions environnementales. Et donc on s'est posé la question de dire comment est-ce qu'on peut vraiment devenir meilleur et minimiser l'impact de nos activités, notamment sur le carbone footprint de la société. Et tu m'avais demandé de faire des réponses courtes, là je l'ai fait super fort. C'est plutôt encourageant. Même pour des sociétés cotées en bourse, le profit n'est pas l'objectif ultime. Des labels comme B Corp sont donc de véritables boussoles pour des entreprises désireuses d'incarner le changement. Imaginez maintenant une entreprise qui utiliserait l'art et le skateboard pour avoir de l'impact social. On a rencontré Charles-Antoine Baudson, fondateur de Skate Room, qui invite les plus grands artistes d'art contemporain à créer des œuvres d'art sur des planches de skateboard et qui, à travers leurs ventes, soutiennent des projets sociaux aux 4 coins du monde. Comme par exemple Skateistan, une ONG qui propose à des milliers d'enfants des programmes gratuits qui combinent le skate et l'éducation. Avec l'histoire de l'entreprise, on a eu tellement de questions auxquelles il fallait répondre, aussi bien au niveau de la production que de l'engagement, que de l'engagement des équipes, etc. On s'est rapidement rendu compte qu'on était très très proche de la philosophie de B Corp. C'est finalement « Consider people and planet before considering the profit ». Toutes les décisions qu'on peut prendre sont drivées autour, 1, des gens, 2, de la planète. Dans notre chaîne de collaboration, on travaille avec des artistes, on travaille avec des retailers, on va toucher un public qui va acheter le produit qu'on a produit, et au travers de cela, nous financerons donc les projets sociaux. À partir du moment et selon notre capacité à pouvoir influencer soit l'artiste, soit le retailer, de jouer son rôle d'engagement également dans cette chaîne, eh bien on pourra donner plus d'argent encore au social. Alors pour donner un exemple de ce que l'on fait, c'est un magnifique projet. C'est le dernier projet qu'on a fait avec l'artiste qui est derrière, c'est Raymond Petitbon, une véritable légende dans le monde de l'art contemporain. On a sorti ce magnifique triptyque ainsi qu'une autre planche solo qui ont été présentées dans la vitrine du MoMA sur la 53e rue à New York, de nouveau avec tout cet engagement sociétal qui découle des ventes du produit, que ce soit au MoMA, que ce soit sur notre site internet. Et alors on a continué à suivre Skateistan au travers de cette collaboration-là, et l'UNESCO a donné le terrain qui est en face des fameuses roches, des fameuses montagnes qui sont à Bamiyan en Afghanistan. C'est un endroit qui est très connu et chargé d'émotions parce que c'est là que les talibans avaient fait exploser les Bouddhas qui sont dans la roche. Ça a été en 2001 quelque chose de très très fort pour la communauté internationale. Il y avait un bâtiment sur le terrain qui a été donné, qui sera exploité comme école pour déployer les programmes Back to School, Skate and Create and Youth Leadership, qui sont les programmes éducatifs de Skateistan. Et nous sommes en train de financer la construction d'un skatepark qui est gigantesque. Et voilà. Et ils pourront s'occuper de tous les enfants avoisinants dans un périmètre, je dirais, d'une centaine de kilomètres. Alors chez Skate Room, l'engagement social est évident, vu qu'au travers des ventes, on aide des enfants des rues aux 4 coins du monde. Mais quand on fait une activité comme celle-là, on a envie d'être positif à tout point de vue. Et il est évident que le providing du bois qui est lié à la construction de toutes ces planches a été une question clé. Donc on a décidé d'être au moins neutre aujourd'hui, et demain nous mettons en place un outil de manière à devenir positif et à de replanter des arbres supplémentaires pour même avoir un impact positif sur la planète et de considérer l'environnement. Pour bâtir le futur, quelles opportunités on a aujourd'hui. Le monde on a tellement identifié tellement de problèmes dans le monde aujourd'hui que si pour les jeunes aujourd'hui, identifiez un problème qui vous tient à cœur, essayez d'y réfléchir, construisez une activité économique autour de cette réalité pour soutenir ce déséquilibre qui vous tient à cœur, et aujourd'hui toutes les portes vous sont ouvertes. Je peux autant vous dire qu'il y a 7 ans, quand nous on s'est battu pour ça, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est le terrain fertile de demain. Il y a des exemples autour de nous qui, même petits, portent en eux les germes d'une nouvelle économie. Des jeunes ou des moins jeunes pleins de motivation et en recherche de sens qui ont décidé de mettre au vestiaire leur compétition pour le bien commun. Imaginez un peu que ça devienne la norme. Réfléchir à l'impact de son entreprise et l'amplifier, c'est une façon de construire le futur. Et aujourd'hui, c'est notre proposition. Demain, vous en aurez peut-être plein d'autres des propositions. Ce monde d'après, il nous appartient de le bâtir. Mais il va nous falloir de l'humilité, de l'audace, du courage, de la patience. Mais il n'est pas trop tard. Alors construisons-le avec nos imperfections pour que ce monde d'après
soit un petit peu moins imparfait.